Bonsoir à toutes et à tous. L'Université Jean Monnet est heureuse de vous accueillir ce soir pour le concert de l'Amour de la Terre, en présence de son compositeur, François-Hugues Leclerc, qui prendra la parole juste après moi. Ce conte musical va être donné ce soir par l'ensemble orchestral contemporain, la Maîtrise de la Loire, le chœur Le Doux Silence et la comédienne Judith Rutkowski. Donc nous sommes très heureux d'accueillir tous ces artistes sur notre plateau. Je remercie bien volontiers tous les partenaires dont vous trouverez la liste dans le programme, donc je vous épargne la liste, mais quand même je tiens tout particulièrement à remercier la délégation générale du Québec qui nous fait l'honneur d'être là ce soir en la personne de Mireille Babin, le département de la Loire également, merci messieurs, dames, le laboratoire Éclat, et le projet Arts et tous les partenaires qui ont permis à ce projet d'exister, qui est issu d'une collaboration entre l'Université Jean Monnet et l'Université de Montréal. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je dois dire que je suis extrêmement ému d'être ici, extrêmement reconnaissant envers tous ceux qui ont permis que la musique qui m'a habité pendant très longtemps arrive maintenant dans l'air du monde et dans vos oreilles. Je tiens vraiment à remercier, évidemment Anne a fait déjà plusieurs remerciements, mais moi je vais remercier immédiatement tous les musiciens qui ont travaillé et avec qui j'ai eu une semaine vraiment formidable à mettre au monde cette musique. Notre conteuse, bien sûr, les choristes et bien sûr la maître d'œuvre de tout ça, Cécile Matvey, qui va diriger tout ça de main de maître. J'aurais traversé, je pense, plus que l'Atlantique pour entendre ça, parce que j'ai cette pièce en tête depuis 2004. J'ai été inspiré à l'époque par un conte de Théodore Storm, La Dame de la pluie, qui est un conte écologique avant l'heure et qui décrit une situation qui ressemble beaucoup à celle que nous vivons actuellement, dans laquelle je crois qu'il fera bon de reprendre contact véritablement avec la nature dont nous faisons en fait partie. Et ce conte se veut une allégorie à ce sujet. En 2004, j'avais l'idée de faire un opéra pour marionnettes qui m'avait été demandé par une compagnie. Malheureusement, vous savez, ça arrive, il y a des projets de compositeurs qui aboutissent, d'autres qui n'aboutissent pas. Et celui-ci est donc resté en jachère pendant une quinzaine d'années, jusqu'au moment où, voyant la crise environnementale continuer de s'aggraver, j'ai vraiment décidé de reprendre cette œuvre à bras-le-corps et à m'y remettre et à la transformer en conte musical. Parce que le conte musical est beaucoup plus proche de ma sensibilité, parce qu'il permet d'entrer dans l'imaginaire de l'histoire, sans avoir nécessairement un personnage associé à tel soprano ou à tel baryton. Alors, je suis remis à l'ouvrage et j'ai finalement abouti à un conte en 2 journées. Et si je vous en parle, c'est qu'entre les 2 journées, il y a évidemment la nuit. Et cette nuit va justement être vécue par une ambiance électroacoustique qui a été mise au point par les étudiants de l'Université Jean Monnet dans la classe d'informatique musicale. Alors à ce moment-là, la lumière va descendre. C'est le moment de se reposer des épreuves du premier jour et de refaire nos forces pour que le second jour nous amène à bon port. Parce que le conte se terminera relativement bien, en fait. Il se veut un message d'espoir parce que... Comme optimiste, je crois que c'est important de se dire qu'il est trop tard pour être pessimiste, et c'est une phrase qui, je crois, est bien connue maintenant, et ce conte se veut là aussi une illustration de cela. Alors, voilà, le moment approche, c'est un moment toujours unique. Je voulais vous dire également que l'année prochaine à Montréal, le 2-3 avril, nous allons en donner la version complète. Parce que ce soir, on en donne une version condensée à la fois dans le temps et dans l'instrumentation. Et à Montréal, nous le ferons donc avec une production encore plus développée. Et j'invite tous donc mes cousins, cousines français, françaises à venir traverser l'Atlantique comme je l'ai fait. J'espère que vous serez aussi bien accueillis que je l'ai été ici, car c'est à chaque fois que je reviens ici un immense plaisir de retrouver le pays de mes ancêtres et mes frères et sœurs de France. Bon concert.
Jamais on n'a revécu d'été aussi chaud que celui-là depuis 100 et 100 ans. On ne voyait plus aucune verdure et les animaux agonisaient étendus dans les champs. C'était un matin. Les rues du hameau étaient désertes. Tous ceux qui le pouvaient s'étaient réfugiés au creux des maisons. Seul un imposant fermier se tenait debout sous la porte cochère de son domaine. Il avait acquis à rabais quelques années plus tôt de vastes étendues de prairies marécageuses. Puis, ces dernières années torrides avaient brûlé les prés de ses voisins, mais rendu cette herbasse cultivable, emplissant ainsi sa grange et ses coffres-forts. Une femme, pâle et souffrante, surgit dans la cour de la ferme. Quelques années plus tôt, son défunt mari avait vendu leur basse terre au fermier. Et maintenant, son grain se desséchait et son bétail mourait d'épuisement sur les hautes terres. Elle soupira et baissa les yeux. Elle avait contracté une dette envers le gros homme et ne pouvait pas encore lui remettre son dû. Mais celui-ci ne l'avait pas quitté des yeux. Il avait remarqué depuis quelque temps que le fils de la pauvre femme, Andrés, tournait autour de sa fille, Maren, et l'avertit qu'il n'était pas question que son gaillard hérite ainsi de sa ferme. La veuve était plongée dans de profondes pensées. Elle semblait avoir à peine entendu le fermier car une présence surnaturelle l'habitait mystérieusement. Oui, c'était sûrement elle, cette dame de la pluie. C'est cela, elle s'était certainement endormie, mais elle pouvait être réveillée. Son aïeule, lorsqu'elle était jeune, avait elle-même accompli ce rite lors de grandes sécheresses, car elle connaissait l'incantation qui pouvait la tirer de son sommeil. L'aïeule la lui avait pourtant récitée souvent, mais la veuve l'avait oubliée depuis longtemps.
Le fermier ne croyait pas bien sûr à ses superstitions et se moqua d'elle en riant aux éclats. Il l'assomma de retrouver sa formule magique et cette Madame de la pluie. Et il lui promit même, entre deux éclats de rire, que si la pluie revenait le lendemain avant la fin du jour, Andrés pourrait épouser sa marraine. À cet instant même, s'ouvrit une porte de la cour, et la fille du fermier qui avait entendu tout cela vint vers eux et mit son père au défi de tenir sa promesse. Et tandis que le fermier rentrait toujours hilar faire ses comptes, la jeune femme raccompagna la veuve à sa chaumière. Mais mon enfant, tu connais donc l'incantation éveillant la dame de la pluie? Oh, non, ce fut un élan du cœur et puis je me suis dit que peut-être vous vous en souviendriez. Mon aïeule est morte lorsque j'étais très jeune, mais je me souviens quand même que lors des grandes sécheresses, elle me confiait comme en secret. C'est le kobold du feu qui a dû nous faire cette méchante farce, parce que j'ai réveillé un jour la dame de la pluie. Le kobold du feu? Mais qui est-il encore, celui-là? Mon Dieu, belle maman, voilà Andrés qui revient des prés vers la chaumière. Voyez comme il a l'air abattu. Ma pauvre enfant, ne vois-tu pas ce qu'il porte sur son dos? C'est encore un de nos moutons qui est mort de soif. Ils entrèrent tous dans la chaumière. Le jeune homme déposa la bête sur le sol devant les deux femmes et essuya la sueur qui coulait sur son front. Et la dame de la pluie, ne pourrait-elle pas nous aider? La dame de la pluie? Bien sûr, si on pouvait la réveiller, mais il ne s'agit pas que de cette bête. Il m'est arrivé autre chose là-haut. Mais raconte-nous ce que tu as vécu. Eh bien, écoutez donc. Je voulais aller voir nos moutons, de peur que l'eau que je leur avais montée hier soir ne se soit déjà évaporée. Mais quand je suis arrivée au pâturage, l'abreuvoir n'y était plus, et je ne voyais pas non plus les moutons. Afin de les chercher, je suis descendue jusqu'à la grande colline. En arrivant de l'autre côté, je les ai trouvés là, haletants, le cou étendu le long du sol, et cette pauvre créature était déjà morte. L'abreuvoir gisait à côté, renversé et complètement asséché. Les bêtes n'auraient pas pu faire cela. Une main malveillante avait dû ici entrer en jeu. Mon enfant, mais qui voudrait affliger ainsi une pauvre veuve? Écoutez, mère, j'en ai encore à raconter. Je suis alors montée jusqu'au sommet de la colline pour regarder la plaine de tous les côtés, mais il n'y avait pas âme qui vive. Et le brasier torride et silencieux pesait sur les champs comme à chaque jour. Alors que je regardais, désemparé et furieux, j'entendis derrière moi, de l'autre côté de la colline, un murmure assidu, comme quelqu'un qui se serait parlé à lui-même. Lorsque je me retournai,
Je vis un petit bonhomme osseux avec une tunique rouge-feu et un bonnet pointu cramoisi qui piétinait la bruyère. Il avait l'air terriblement cruel. Il avait joint ses grandes mains roussâtres derrière son dos et ses doigts tendus se tordaient comme des pattes d'araignée. Je me suis cachée derrière le buisson d'épines au flanc de la colline. De là, je pouvais tout voir sans être vue. Le monstre s'agitait toujours. Il se courba afin d'arracher une touffe d'herbe desséchée et je crus que sa grosse tête de citrouille allait le faire tomber en avant. Mais il se redressa rapidement sur ses pattes grêles et pulvérisa l'herbe grillée dans ses gros poings, puis se mit à rire si épouvantablement que de l'autre côté de la colline, les moutons bondirent et s'enfuirent affolés. Le petit bonhomme se mit alors à rire de plus belle et commença à sauter d'une jambe sur l'autre, si bien que j'eus peur que ses grêles bâtonnets ne se rompent sous le poids de son affreux corps. C'était épouvantable à voir, et des éclairs jaillissaient littéralement de ses petits yeux noirs. La veuve pressa doucement la main de la jeune femme. « Sais-tu maintenant qui est le kobold du feu ?» Maren hocha la tête et son compagnon continua. Mais le plus horrible de tout, c'était sa voix. S'il savait ça! S'il savait ça! Et puis, il se mit à chanter, avec sa voix braillarde de crécelle, une étrange formule. Il recommençait sans cesse du début, comme s'il ne pouvait pas s'en rassasier. La mère regarda son fils avec des yeux attentifs, mais celui-ci s'était tu et semblait avoir du mal à se souvenir de la suite. « Continue donc !» Ça m'est sorti de la tête, et pourtant je me le suis bien répété en chemin 100 de fois. Mais quand sa mère reprit par elle-même d'une voix incertaine, alors Andrés se rappela soudainement. C'est l'incantation de la Dame de la Pluie. Vite, répétons-la encore une fois. Et toi, jeune fille, sois bien attentive, que nous ne la perdions pas à nouveau. Et la mère, avec son fils, récitèrent encore, cette fois sans hésitation. La source est
Notre détresse tire maintenant à sa fin. Allons de ce pas réveiller la dame de la pluie. Demain, tous les champs auront reverdi et nous pourrons nous marier. Avec des yeux brillants d'excitation, Maren raconta à son amoureux quelle promesse son père lui avait concédée. La veuve la reprit. « Mais mon enfant, tu connaîtrais donc le chemin qui mène chez la dame de la pluie ?»« Oh, non ? Auriez-vous oublié aussi le chemin ?»« Mais mon enfant, c'était mon aïeul qui à l'époque s'était rendu chez la dame de la pluie. Elle ne m'a jamais rien raconté du chemin. » Andrés, dis quelque chose. Tu es toujours de si bons conseils. Peut-être en saurais-je un peu plus. Je dois encore aller porter de l'eau aux moutons ce midi. Comme le kobold m'a déjà révélé l'incantation, peut-être me révélera-t-il aussi le chemin, tellement toutes ces choses semblent vouloir déborder de sa grosse tête. On s'en tint alors à cette décision, car ils eurent beau retourner cela dans tous les sens, ils n'en trouvèrent pas de meilleur. Andrés retourna porter l'eau à ses bêtes et trouva le kobold assis sur une des pierres près du trou au nain. Le jeune homme, tel le renard au corbeau, parvint par de nombreuses flatteries à lui soutirer tout ce qu'il souhaitait, tant l'affreux petit bonhomme était stupidement imbu de lui-même. Le kobold lui dévoila ainsi toutes les étapes du chemin. La lande, la grande forêt, puis, derrière, le saule creux qui cache l'escalier en colimaçon descendant vers le jardin souterrain de la dame de la pluie. Et il lui révéla enfin, pensant prendre Andrés de court, que seule une jeune fille pourrait tirer la divinité de son sommeil grâce à une incantation que lui seul, kobold, croyait connaître. Andrés décida alors que le lendemain, à la première heure, il accompagnerait Maren jusqu'à la dame afin que la jeune femme puisse la réveiller.
Le premier rayon de soleil tombait tout juste sur les fleurs de tournesol du jardin, sous la fenêtre de la chambre de Marraine, lorsqu'elle l'ouvrit afin de sentir sur son visage l'air frais du matin. Andrés l'attendait déjà au dehors et vint à sa rencontre. Connais-tu encore ton incantation ? Mais oui, et toi, connais-tu encore le chemin ? Il répondit d'un simple hochement de tête. Alors, allons-y. Maren et Andrés descendirent la grande rue du hameau, silencieuse dans les premières lueurs du matin. Leur chemin traversa d'abord une vaste lande à la sortie du village, puis ils arrivèrent à la grande forêt. Quand ils sortirent enfin du bois, ils aperçurent à quelques pas d'eux le vieux saule. Son tronc puissant était complètement creux, et l'obscurité qui y régnait semblait mener jusqu'aux entrailles même de la terre. Andrés s'engagea d'abord seul dans la descente, tandis que Maren, penchée au-dessus du creux de l'arbre, tentait de le suivre du regard. Mais elle le perdit vite de vue et n'entendit plus de lui que le bruit de ses pas qui descendaient. La peur commençait à l'envahir. Elle se sentait si seule et, après un moment, n'entendit plus rien qui venait de là-dessous. Elle tendit le cou autant qu'elle le pouvait dans le trou de l'arbre et appela son compagnon en criant à plusieurs reprises. Mais le silence continuait de peser. Mais après un certain temps, elle crut entendre des pas qui remontaient vers elle. Peu à peu, elle reconnut sa voix qui l'appelait et il prit enfin sa main qu'elle tendait vers lui. Il y a un escalier, mais il est à pic et il tombe en ruine. Qui sait jusqu'à quelle profondeur il s'enfonce ainsi dans l'abîme ? Il prit alors la jeune femme par le bras, et tandis qu'elle se serrait fermement contre lui, ils descendirent ainsi prudemment dans le gouffre.
Une dense noirceur les entourait. Cependant, Maren avait peu à peu l'impression de respirer mieux au fur et à mesure qu'ils descendaient ensemble, marche après marche, le tortueux escalier en colimaçon, car il faisait plus frais ici, au sein de la terre. Aucun bruit ne leur parvenait plus de là-haut. Une fois seulement, ils entendirent du lointain, assourdis, le mugissement des eaux souterraines tentant en vain de rejoindre la lumière du jour. Ils descendirent ainsi toujours plus profondément. Au bout d'un certain temps, ils sentirent de nouveau la lueur du soleil, mais qui venait cette fois d'au-dessous d'eux, et devenait plus vive à chaque marche, en même temps qu'une chaleur toujours plus étouffante montait vers eux. Quand ils débouchèrent enfin de l'escalier à la toute dernière marche, ils découvrirent une contrée totalement inconnue. La jeune femme regardait autour d'elle, déconcertée. De l'endroit où ils se trouvaient, une allée, faite d'une large chaussée de pierre, partait du vieux saule pour se perdre au loin. Lorsqu'ils regardaient d'un côté ou de l'autre, ils voyaient une plaine déserte qui semblait s'étendre à l'infini, striée par toutes sortes de rigoles et de cavités, comme constituée d'un labyrinthe inextricable de lits de rivières et de lacs, tous à sec. Tu dois rester ici maintenant, jusqu'à ce que je revienne. Tu as raison. C'est à toi d'y aller à partir d'ici. Retiens bien l'incantation par cœur. Maren avança ainsi toujours plus loin, tout en surmontant son sentiment d'intense solitude. Elle se rendit compte qu'elle marchait dans le lit asséché d'un cours d'eau. Le sol était recouvert de sable blanc et de galets sur lesquels gisaient, çà et là, des poissons morts, dont les écailles argentées miroitaient au soleil. Maren aperçut alors un étrange oiseau gris posé au milieu d'un lac, lui aussi asséché. Il ressemblait à un héron, mais il était d'une telle grandeur que sa tête devait bien dépasser celle d'un homme lorsqu'il se redressait. Mais son long cou était penché au-dedans de ses ailes et il semblait dormir. La jeune femme en fut effrayée. Mis à part l'oiseau, immobile et lugubre, on ne voyait pas âme qui vive aux alentours, et pas le moindre bourdonnement d'une mouche ne rompait ici le silence qui faisait planer sur ces lieux un sentiment d'horreur.
Après qu'elle eut franchi encore une longue distance, le lit du lac se rétrécit en celui d'un grand ruisseau menant sous un vaste bosquet de tilleuls. Maren avança encore le long du lit du ruisseau sous la haute voûte sombre que formaient les cimes des arbres et dans la soudaine fraîcheur qu'elle apportait, ce qui lui donnait presque l'impression de marcher dans une église. Mais soudainement, ses yeux furent frappés par une lumière aveuglante. L'allée d'arbres se terminait devant un grand rocher gris que le soleil brûlait de sa lumière crue. Elle était dans un bassin vide au fond sablonneux, dans lequel devait normalement tomber une chute du haut des rochers et dont l'eau devait ensuite poursuivre son cours le long du ruisseau jusqu'au lac, présentement asséché. Elle recula tout à coup d'effroi, car quelque chose lui apparut vers le milieu de la chute qui ne pouvait appartenir à la falaise. Bien qu'aussi gris et pétrifié que le rocher, dans l'air immobile, elle crut y reconnaître un vêtement dont les plis recouvraient une forme endormie. Retenant son souffle, elle s'approcha encore et y vit plus précisément une forme féminine, belle et vigoureuse, dont la tête était appuyée lourdement sur la pierre et les longs cheveux recouverts de poussière et de feuilles desséchées. La jeune femme la contemplait avec attention. Elle avait dû être très belle, mais comme ses lèvres étaient blêmes. Serait-ce alors la dame de la pluie? Mais elle ne dort pas, elle est morte. Oh, cette solitude est terrible! Mais Maren s'était déjà ressaisie et s'approchant, s'agenouilla puis se pencha tout contre elle, portant ses lèvres fraîches sur l'oreille pâle comme un marbre de la créature endormie. Puis, rassemblant tout son courage, elle se redressa et chanta d'une voix forte et claire. Un son plaintif et profond sortit de la bouche pâle de la créature. La jeune femme chanta alors avec toujours plus de force et d'insistance. Un doux bruissement traversa la cime des arbres et du lointain, on entendit un léger grondement de tonnerre. Au même moment, cependant, semblant venir d'au-delà de la pierre, un cri terrible retentit, tel le grognement de fureur d'une méchante bête. Maren leva les yeux et vit que la dame de la pluie la dominait de toute sa hauteur. La dame la regardait, les yeux écarquillés, comme s'efforçant d'émerger de la profondeur de ses rêves. Bonne dame, vous avez dormi si longtemps,
que toutes les plantes et toutes les créatures vont mourir de soif. Malheur, il est plus que temps. Lève-toi et suis-moi, et n'oublie pas le flacon que tu vois à tes pieds. La dame ouvrait la voie, à pas lents et chancelants, jetant autour d'elle des regards désolés. Et lorsque ses vêtements gris frôlaient les herbes desséchées, il se produisait un bruissement, comme si cela devait avoir toujours sonné ainsi. Serait-ce donc qu'il pleut déjà, bonne dame? Oh, non, mon enfant. Tu dois d'abord ouvrir l'eau du puits. Le puits? Mais où est-il donc? Là-bas. À 1 millier de pas de là, s'élevait une immense construction, comme un amoncellement de roches grises déchiquetées. Elles avancèrent un moment dans sa direction, jusqu'à ce qu'elles soient arrêtées par le talus bordant le lit vide d'une rivière qui semblait entourer l'édifice. Là aussi, l'eau s'était évaporée jusqu'à ce qu'il n'en reste plus, au milieu du lit, qu'un mince filet. Traverse, tu n'as rien à craindre, mais n'oublie pas de puiser de l'eau. Tu en auras bientôt besoin. Maren parvint à traverser sans oublier de puiser l'eau précieuse. Elle atteint rapidement le château, puis, le cœur battant, entra par un des immenses portails. Elle avait à peine franchi le seuil qu'elle s'arrêta, bouche bée. L'intérieur de l'édifice ne semblait former qu'une salle. Ses yeux se posèrent alors sur une forme en creux dans le sol. Il était bien là, tout près d'elle, le puits, avec une clé d'or dans la serrure de la trappe. Elle approcha mais retira vivement la main. Elle s'était aperçue à temps que la lumière crue d'un rayon de soleil faisait briller la clé comme un métal chauffé jusqu'au rouge vif. Sans hésiter, elle versa l'eau du flacon sur la clé et le sifflement de l'eau s'évaporant résonna dans le vaste espace. Maren ouvrit rapidement le puits. Dès qu'elle rabattit la trappe, une brume fraîche monta des profondeurs, emplissant bientôt la salle d'une bruine fine qui montait entre les colonnes. Songeuse, elle se promenait dans cette fraîcheur vaporeuse. Alors, se produisit sous ses pieds un nouveau miracle. Telle une effluve, une lumière verte ruisselait sur le sol de plantes. Les roseaux se redressaient et bientôt, elle se promena à travers une multitude de feuilles et de fleurs en éclosion. Tandis que la jeune femme allait de ravissement en étonnement, elle entendit derrière elle un soupir d'aise. Et lorsque ses yeux se tournèrent vers le puits, elle vit alors, sur le lit de mousse verte, la dame de la pluie, merveilleusement belle et épanouie, qui laissait vagabonder son regard tout là-haut, entre les colonnes. Maren suivit involontairement son regard. Elle s'aperçut alors que ce qu'elle avait cru être d'immenses toiles d'araignées était en fait l'architecture délicate de nuages qui se gonflaient peu à peu des vapeurs montées du puits en s'alourdissant.
Au milieu du plafond, un de ces nuages se détacha et descendit doucement, si bien que Maren ne vit plus le visage de la dame qu'au travers d'un voile grisâtre. Mais aussitôt que celle-ci frappa dans ses mains, le nuage s'envola vers l'ouverture la plus proche et la traversa pour se retrouver à l'air libre. La dame fit signe à Maren de s'asseoir à côté d'elle sur la mousse. « J'ai beaucoup de reconnaissance envers toi. Si tu ne m'avais pas réveillée, le kobold du feu serait devenu le maître et je ne serais plus parvenu à mener l'eau à la surface de la terre. » Au travers des ouvertures béantes, Maren vit, au-dessus des arbres du jardin, les nuages recouvrir peu à peu le ciel, voilant progressivement le soleil. Puis, elle entendit, quelques instants plus tard, comme un frisson à travers les feuilles des arbres et les buissons. La pluie se mit à tomber, puissante, incessante. Elle joignit les mains en se redressant.
Un hurlement et un crépitement leur étaient parvenus du dehors. Maren se retourna et vit, dans le lit de la rivière, monter au ciel par intermittence d'énormes geysers de vapeur blanche. Elle sentit au même moment le bras de la dame l'entourer, se blottissant, tremblante, tout contre elle, en murmurant. C'était le kobold du feu. Tu as entendu comme il résistait, mais il est perdu maintenant. Elles restèrent un moment enlacées, puis le silence revint au dehors, et l'on n'entendit plus que le doux bruissement de la pluie. Elles se levèrent, la dame referma la trappe du puits et la barra à clé. La jeune femme baisa sa main blanche. « Je vous remercie, bonne dame, de ma part et de celle de tous les gens de mon village. Maintenant, je voudrais retourner à la maison. » La dame fut surprise de voir qu'elle souhaitait déjà partir, mais elle comprit que la jeune femme souhaitait aussi retrouver son compagnon. « Alors, va, mon enfant, et quand tu seras de retour chez toi, raconte mon pays aux autres humains, et dis-leur bien qu'ils ne doivent plus m'oublier dorénavant. Viens, je vais te conduire. » À l'extérieur, sous la fraîche averse, partout verdissait déjà le gazon et les feuilles des arbres. Quand elles arrivèrent à la rivière, l'eau en emplissait à nouveau tout le lit. Elles poursuivirent jusqu'au ruisseau qui les mena ensuite à la cascade. L'eau tombait à nouveau, avec fracas sur la falaise, pour suivre son cours tumultueusement dans le large lit sous les sombres tilleuls. Dès qu'elles furent sorties de dessous les arbres, elles virent le grand oiseau qui planait en large cercle au-dessus du lac, dont le vaste bassin s'étendait à leurs pieds.
Elle ne devait plus être très loin de l'endroit où Maren avait laissé Andrés. Et oui, il était bien là, couché sous les grands arbres semblant dormir. La dame comprit avec bienveillance que la jeune femme préférerait retrouver seule son compagnon, et lui expliqua comment il découvrirait la rivière qui les ramènerait à bon port grâce à un canot qui serait là pour eux. Elle fit ses adieux à Maren, puis l'embrassa. La dame se retourna et partit sur la pelouse sous les gouttes de pluie, chantant un air doux et monotone. Et lorsque sa belle silhouette se perdit au travers des arbres, Maren ne savait plus dire si c'était son chant qui lui parvenait du lointain, ou bien le bruissement de la pluie qui tombait sans cesse. Maren et Andrés se retrouvèrent avec émotion, puis ils embarquèrent selon les conseils de la dame. La pluie tombait doucement, sans relâche. L'immense étendue des bas-fonds était maintenant complètement inondée et toutes sortes d'oiseaux planaient à la surface de l'eau. Ils avancèrent ainsi rapidement, sans même s'en rendre compte. Ils naviguaient déjà sur le ruisseau de leur contrée quand leur canot toucha terre près du grand tilleul de leur village. Ils prirent pied sur la berge et remontèrent la grande rue main dans la main. De tous les côtés, on les saluait amicalement car la veuve, pleine d'une joie profonde, avait déjà commencé à raconter leur périlleux périple et leur exploit. « Il pleut! Il pleut !» criaient les enfants en courant dans les rues sous les gouttes. Le fermier tint parole, et lorsque Maren et Andrés se marièrent quelques semaines plus tard, quelques légères gouttes tombèrent sur la couronne de la mariée. « C'est un signe de bonheur !» s'exclamaient les villageois. Les deux jeunes mariés se pressaient la main en avançant, habités tous deux de la mystérieuse présence de la Dame de la Pluie.
Le fermier tint parole, et lorsque Maren et Andrés se marièrent quelques semaines plus tard, quelques légères gouttes tombèrent sur la couronne de la mariée. « C'est un signe de bonheur !» s'exclamaient les villageois. Les deux jeunes mariés se pressaient la main en avançant, habités tous deux de la mystérieuse présence de la Dame de la Pluie.